ma vision et celle d'Altior aujourd'hui, c'est que on va sortir de cette crise sanitaire sur deux jambes, qui sont la transformation digitale, et donc les objets connectés, et la transition écologique. Et donc, quel meilleur endroit que le Silo pour avoir cette conférence. Donc, aujourd'hui, j'ai avec moi deux intervenants, Cassandra Delage, CEO de Plastif, et puis Pierre-André Galli, CEO d'Axibo, et donc moi-même, Yanis Cotard, CEO d'Altior. Alors, quand on parle d'économie circulaire, on parle de produire des biens, des services de manière durable, en limitant l'impact sur l'environnement. On parle de réutilisation de matière, on parle d'utilisation raisonnée de l'énergie, et puis bien entendu, on prend aussi en compte la production des déchets et leur traitement. Donc voilà tout ce qu'englobe l'économie circulaire. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais on n'en est qu'au début, et comme souvent dans ce type de sujets, d'économies qui naissent, ce sont des initiatives individuelles ou des initiatives de start-up, comme celle de Plastif et d'Axibo, qui permettent de faire avancer les choses. Alors, on va rentrer dans le dur un peu, vous allez nous expliquer un peu tous les deux la façon dont vous intervenez justement dans l'économie circulaire et puis ce que vous faites. Honneur aux dames, Cassandra. Super. Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra Delage, je suis la fondatrice de Plastif. Ce qu'on fait chez Plastif, c'est qu'on aide les entreprises, surtout les grands groupes, à atteindre leurs objectifs zéro waste, zéro plastique. Et pour ce faire, on a développé une machine qui recycle tous les déchets plastiques alimentaires, bouteilles d'eau, gobelets, couverts en plastique, tout ce qu'on utilise durant l'heure du déjeuner ou même durant une réunion. Et on imprime en 3D des nouveaux produits à partir de ces déchets-là. Et on fait toute la transformation localement, dans cette même borne. Donc, on insère notre plastique dans la machine, c'est analysé, trié par sorte, broyé, et on peut imprimer en 3D à partir de l'écran tactile. Et donc, on a un catalogue qui s'affiche automatiquement en fonction du nombre de paillettes, donc la quantité de points qu'on a accumulés à recycler nos déchets plastiques. Quand je dis qu'on aide les entreprises à atteindre leurs objectifs zéro plastique, c'est qu'on met en place toute une roadmap pour les aider. Donc on va mettre en place par exemple une roadmap de 5 ans, et après 5 ans, il n'y aura plus de plastique et il n'y aura plus de plastique chez eux. Et donc, la machine est utilisée pour recycler, sensibiliser les collaborateurs, mais aussi analyser les déchets qui sont le plus utilisés. Disons qu'on est chez un client et qu'on voit qu'ils utilisent que des gobelets, c'est là où ça fait mal, c'est là où on va appuyer, et on va remplacer les gobelets par d'autres alternatives au fur et à mesure. Et on va sensibiliser les collaborateurs avec des workshops, avec la sensibilisation pour vraiment qu'ils puissent changer leur comportement aussi. On ne peut pas juste réduire la consommation de plastique et changer les alternatives sans changer les gens qui consomment du plastique aussi. Donc voilà, c'est vraiment une offre 360 qui aide les entreprises à atteindre leurs objectifs. Pierre-André. Alors, Pierre-André Galli, cofondateur d'Axibio. Donc, Axibio, on est une entreprise spécialisée dans la conception d'équipements connectés et de solutions digitales pour la collecte, le pré-traitement et la valorisation des biodéchets. Alors, les biodéchets, c'est 12 millions de tonnes en France chaque année, c'est 400 porte-avions de type Charles de Gaulle, donc ça fait quand même de la masse. Ça vient d'industriels, de la restauration, du marché, de la distribution, et pour une grande partie, au moins 50%, les particuliers. Chacun d'entre nous dans nos poubelles, et d'ici 2023, donc c'est en très peu de temps, cette collecte doit concerner tout le monde, donc elle doit être généralisée, elle concerne aujourd'hui les gros producteurs. Donc nous, on est là pour structurer cette filière qui ne peut pas uniquement répéter ce qui a été mis en place pour les ordures ménagères. Donc il faut avoir des contenants spéciaux, une traçabilité, de l'ergonomie, du suivi informatique. Et donc on s'adresse aux professionnels
en fournissant des conteneurs intelligents et des petites machines qui compactent, retirent le sac plastique, corrigent les erreurs de tri. On fait des grosses machines aussi pour déconditionner. Et on a la particularité d'avoir tout un volet digital, puisque tous nos équipements peuvent être dotés d'une balance et d'une connexion qui permet d'envoyer des informations poids et temps, et aussi d'informations qui viennent de capteurs divers, qu'on restitue sur des portails web, et qui permettent de mesurer le gaspillage alimentaire, suivre la valorisation énergétique, digitaliser le volet administratif et réglementaire, et savoir exactement où vont les biodéchets. Et une de nos particularités, c'est qu'on déploie petit à petit dans des villes des points d'apport volontaires connectés, où on enregistre le poids de chaque dépôt, et derrière ça vient alimenter une comptabilité environnementale personnelle, et les gens peuvent faire valoir leurs points après pour avoir, je sais pas, une entrée à la piscine, un ticket de cinéma, pour les inciter à séparer les flux de biodéchets et se déplacer au point d'apport volontaire. Et sur cet outil-là, la collectivité locale met en place la politique de son choix. C'est pas nous qui décidons, c'est la ville qui s'appuie sur cet instrument pour mettre en place une politique ou une tarification incitative. Merci à vous deux. Donc on voit effectivement deux initiatives directes de l'économie circulaire. Alors à notre niveau c'est un peu différent. Donc chez Altior, nous on est concepteur et fabricant d'objets connectés. Donc, on connaît à ce titre très bien ce salon, le SIDO. Et on a récemment inclus dans nos process une démarche autour de l'éco-responsabilité, une démarche qu'on appelle Design for Tomorrow, donc qui parle un peu d'elle-même, qui consiste à inclure dans le design de plus en plus des matières recyclées, de prendre en compte la durabilité des produits, leur démontabilité dans le but de leur recyclabilité, et puis la conception la moins gourmande en énergie possible. Donc c'est effectivement, on est directement acteur en proposant ça à nos clients. Et on se rend compte qu'effectivement aujourd'hui, quand on propose cela aux clients, il y a une vraie affection pour le sujet, mais de manière 360, c'est-à-dire que ce soit un grand groupe, une PME ou une start-up, on trouve un réel écho à cette demande. Alors, moi, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'initiatives dans ce monde de l'économie circulaire, ou est-ce que vous pensez qu'on est vraiment au démarrage de ce sujet? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en route ces dernières années. Beaucoup chez la jeune génération. Je pense qu'en sortie d'école, il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui souhaitent s'orienter vers des activités, des entreprises qui ont une démarche d'économie circulaire, notamment vers de jeunes entreprises, des startups. Donc oui, moi j'ai tendance à dire que oui, il y a une véritable appétence ces derniers temps pour ces sujets-là. Oui, tout à fait. Surtout chez les jeunes en sortie d'école, il y a énormément de startups qui se lancent là-dedans. Il y a des incubateurs qui s'adaptent et qui lancent aussi ce côté plutôt économie circulaire, voire même des fonds d'investissement qui sont en train d'investir seulement dans la green tech. Donc évidemment, je ne sais pas s'il y en a assez, on peut toujours en avoir plus, mais on est sur la bonne voie, disons. Okay. Et toi, Cassandra, on en a discuté avant cette conférence, je sais que tu as créé cette aventure aussi de ton expérience canadienne. Si tu compares entre le Canada et la France, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, où j'ai grandi à Montréal, et à Montréal, tout le monde faisait du recyclage, tout le monde faisait du compost. Donc, tu grandis avec ces habitudes-là, et il n'y a personne qui va vraiment être le mouton noir et décider de ne pas faire du recyclage et pas composter. Juste, ça ne se fait pas. Tout le monde le fait. Donc, voilà, c'est vraiment une habitude. Et donc, quand je suis arrivée en France, les habitudes n'étaient pas pareilles, et c'est normal. Et donc, ce que j'entendais souvent à travailler dans des grands groupes, c'est, voilà,
Mon collègue ne recycle pas, pourquoi est-ce que je le ferais? Les gens du ménage mettent tous dans le même bac, pourquoi est-ce que je recycle? Et en fait, ce qu'on entend réellement, c'est je ne vois pas l'impact de mes actions. Je ne vois pas pourquoi moi je fais l'effort et les autres ne le font pas. Et donc, Plastif est vraiment né de là, de voir l'impact de nos actions directement devant soi. Quand on voit que notre bouteille d'eau, ça peut devenir un support d'ordinateur pour améliorer notre ergonomie, qu'on peut voir que ça peut devenir une table, un objet pour une association, là on se dit, mon action a de la valeur et la fin de vie de mon produit va être vraiment réutilisée. Donc, ça vaut le coup que je le fasse et j'ai envie de recycler. Et donc, c'est tout l'objectif, c'est de changer le comportement, changer la vision du recyclage qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus, Pierre-André? Parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est fort dans votre démarche. Oui, moi je suis d'accord avec Cassandra sur le fait qu'à partir du moment où les gens savent ce qu'il advient de leurs déchets, ce qui est fait avec, dans un cadre structuré, avec une vraie traçabilité, il y a vraiment un goût pour ça. Je pense que le pire qu'on puisse faire, c'est inciter les gens à faire la collecte séparée pour qu'ils se rendent compte un jour qu'en fait tout ça c'est pipeau. Alors ça c'est dramatique, mais si on leur explique, ça prend et il y a une réelle volonté. Alors, je cite un exemple, on a déployé notre solution en Bretagne, dans le Morbihan intérieur, notamment sur une ville qui s'appelle Locminé, et là il y a une véritable démarche d'économie circulaire qui a été initiée par les élus et par le maire, puisqu'il y a un gros méthaniseur qui valorise les déchets agricoles et les déchets organiques, puisqu'une tonne de biodéchets, ça permet de faire 100 mètres cubes de biométhane. 100 mètres cubes de biométhane, c'est 1000 km en voiture. Donc il y a un potentiel énergétique, et ça fait aussi 900 kg de fertilisants organiques. Donc c'est une vraie ressource, et ça libère de la place à l'incinérateur, qui brûle d'autant mieux, parce que brûler des déchets organiques, c'est brûler de l'eau, donc ça ne produit pas d'énergie. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, et en plus, derrière, il y a une station-service bio-GNV qui utilise le gaz fourni par le méthaniseur pour alimenter des véhicules et notamment des poids lourds. Et donc tout le monde participe dans cette démarche et c'est valorisé localement avec des déchets locaux, avec du personnel local. Donc ça permet de créer toute une économie circulaire sur un territoire et de rester propriétaire de sa ressource, et non pas de l'envoyer à des dizaines, des centaines de kilomètres de là, on ne sait pas où. Donc tout le monde est impliqué, tout le monde est au courant de ce qui est fait, et dans le futur, le fait d'avoir cette petite comptabilité environnementale, ça doit permettre aux gens de gagner des points, et pourquoi pas de gagner des pleins de biogaz à la station-service. Okay. Donc toi, effectivement, Cassandra, là, toi, tes clients sont des grands groupes. Uniquement des grands groupes, ou tu t'adresses aussi aux PME, et justement, oui, dans cette comptabilité de points, donc on voit qu'aujourd'hui il y a une exigence pour ces grands groupes de tenir une comptabilité CO2 et de produire des bons chiffres. Ouais, aujourd'hui, nos clients, c'est que des grands groupes, et on est en train de développer notre portefeuille client pour aller voir aussi des mairies, des écoles. On a commencé avec les grands groupes, mais ce n'est pas le seul objectif, et ce n'est pas le seul endroit où on veut mettre des machines. Et aujourd'hui, oui, tout à fait, donc ça permet de recycler aujourd'hui Plastif, mais aussi de réduire la quantité de CO2 que ces grandes entreprises émettent. On leur donne évidemment toute la data, on parlait d'information, ce qui est ultra important. Si on sait qu'on consomme, par exemple, 30 kg de gobelets par mois, c'est là où on sait qu'on peut réduire notre consommation et mettre en place des actions pour vraiment avoir un impact positif. Donc toute cette information-là est évidemment offerte à nos clients. Et eux, ils sont légalement tenus de tenir une comptabilité et de fournir des chiffres? Oui, dans les rapports RSE, ils n'ont pas le choix d'avoir leur publication de RSE. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui vous permet d'accélérer le processus décisionnel quand vous allez voir un grand groupe? Est-ce que vous pensez que vous allez vite remporter une victoire, ou ça reste compliqué de promouvoir votre solution? Après, les grands groupes ont leur processus, donc évidemment, quand on travaille avec un grand groupe, ça prend toujours un petit peu de temps. Oui, on va aller voir les directeurs RSE, oui, on va leur dire toute l'information qu'on peut leur offrir, mais bon, c'est des processus qui sont lents parce que c'est vraiment des
dinosaures dans les process, quoi. Okay. Toi aussi, je pense que tu as reçu du support de quelques grands groupes, je pense, de par leurs contraintes ou leurs obligations vis-à-vis de cette démarche RSE. Oui, tout à fait. Il y a une vraie réception pour ça. Donc, on est en discussion avec certains grands groupes de restauration collective. Ils ont un réel besoin de data pour tous leurs rapports RSE, et surtout qu'ils s'engagent sur des objectifs qui sont quand même chiffrés. Et moi, j'ai tendance à dire, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc après, il faut quand même bien sortir les informations de quelque part. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux, mais il y a un manque de data quand même dans l'univers du déchet. J'ai tendance à dire, on mesure tout à l'amont. Au niveau de la consommation, on mesure tout. On mesure le compteur de gaz, l'essence, quand on fait le plein, c'est précis. La consommation d'électricité, les impôts d'eau, la consommation de nos calories, là, avec Yuka, tout ça. Donc on est dans l'ultra-mesure au niveau de la consommation, et dès qu'on arrive au niveau des déchets, trou noir, il n'y a plus rien. Et donc je pense qu'il faut apporter de la structure, et c'est tout ce que ces jeunes entreprises et start-up peuvent apporter au secteur, c'est ça, c'est de la rigueur et de la mesure, si on veut vraiment arriver à une économie circulaire. Parce que pour l'instant, on reste dans une économie linéaire. On mesure en amont, et dès qu'on arrive aux déchets, il n'y a plus rien. Ouais, tout ce qui est déchets, fin de vie d'un produit, ça commence à être chiffré, on commence à quantifier, on commence à savoir ce qui se passe avec nos déchets. Mais là, on est quand même assez en amont dans tout le processus. Justement, on a aussi débattu entre nous des filières existantes sur le traitement des déchets. Et je pense qu'il y a une réelle nécessité d'avoir des start-up, comme on le voit. Nous, on fait des objets connectés depuis une dizaine d'années, et systématiquement, on voit des start-up qui viennent disrupter les business models, secouer les cocotiers. Je pense que tu as un peu une idée sur ce sujet, non ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut apporter de l'innovation. Je pense que tout le monde dans le secteur cherche et apporte des stimuli. Mais c'est vrai que si on se projette quelques décennies ou quelques années en arrière, les déchets, c'était je fais un trou, et puis voilà, puis j'enterre ça, et puis circuler, il n'y a rien à voir. Or, aujourd'hui, ça ne peut plus marcher comme ça. Donc on est là, il y a une hiérarchie des déchets, la décharge c'est vraiment le truc qu'il ne faut plus faire, enfin, c'est vraiment le degré zéro, et donc petit à petit il faut monter, j'incinère, je revalorise, c'est bien, mais je peux faire encore mieux pour arriver à réellement réutiliser proprement ce qu'on fait, ou alors éviter le déchet tout simplement. Hein. Et donc pour ça il faut quand même, la data est très importante pour ça, sinon on ne sait pas de quoi on parle. C'est intéressant ce que tu dis, je vais rebondir sur deux sujets. Alors, éviter de produire le déchet, titre 1, par le marché, de suivre cela. Et nous, une gamme propre de produits qu'on a sortis donc pour le Smart Home, des produits d'ailleurs qui sont autonomes en énergie, donc qui créent eux-mêmes leur énergie. On les avait fabriqués avec du packaging en carton recyclé, donc du carton marron, avec une vraie volonté d'afficher cela. Et quand on s'est retrouvé il y a 5-6 ans devant les acheteurs des grandes surfaces, ils nous ont dit bon, c'est sympa cette volonté green, mais ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut en magasin. Et aujourd'hui, on voit un vrai changement de paradigme là-dessus, et enfin, on a des clients qui acceptent d'avoir des packaging plus minimalistes et plus respectueux de ne pas produire de déchets. Et puis nous à notre niveau, on voit aussi, on est aussi obligé de bousculer un peu la filière classique, hein, puisque nous on a créé avec un très grand de la téléphonie en France qui est Freebox, une économie circulaire. Donc toutes les box qui reviennent de chez les abonnés rentrent dans des centres de refurbishing, donc sont démontées, les cartes nettoyées, les firmware reflashés, et on récupère l'ensemble des pièces plastiques qu'on rebroie et on régénère de la matière nouvelle. Et c'est là où on a du mal, parce que la filière a du mal à s'organiser pour faire ce type de volume de matière technique. Si on veut recycler du PET ou du pot de fleurs, aujourd'hui ça marche très bien. Si on veut recycler des matières techniques, c'est un peu compliqué.
Mais bon an mal an, on y arrive et on réinjecte les nouvelles box avec 80% de matière recyclée. Donc il reste un petit peu de matière vierge, mais on a réussi à économiser 500 tonnes de matière plastique l'année dernière, qui est quand même un effort qui est bien et qu'on essaye de proposer de plus en plus aux clients. On a été d'ailleurs assez surpris de l'appétence des clients là-dessus. On s'est dit, bon, on va être obligé de proposer à nos clients des pièces en noir, parce que bon, on sait quand on régénère la matière, il y a des petits défauts. Et on a beaucoup de clients qui nous ont dit, non, mais au contraire, faisons du blanc, c'est pas grave s'il y a des points noirs, c'est pas grave s'il y a des défauts. Justement, on veut communiquer là-dessus, on veut rendre visible cette démarche. Et je pense que ça rejoint ce que vous allez dire, il faut de la visibilité sur les démarches, il faut que tout le monde comprenne que cette économie circulaire est en marche, le recyclage est en marche, et toutes ces petites initiatives individuelles doivent faire la grande rivière qui va nous mener vers l'économie circulaire de demain. Cassandra, tu nous parlais de la façon dont vous impliquez les personnes avec, je ne sais pas si on peut appeler ça de la gamification, dire le one, etc. Parle-nous un peu de ce qu'ils font, de quel type d'objet, comment ça marche. Je crois que tu m'as parlé de team building aussi. Ouais, donc comme je disais, il y a un écran tactile et tout est piloté sur l'écran tactile. Donc on s'identifie, on accumule nos points et on peut choisir le produit qu'on souhaite imprimer parce qu'il y a un catalogue qui s'affiche automatiquement. On n'imprime pas des goodies, on n'imprime pas des objets qui vont finir à la poubelle, on imprime que des objets qui ont vraiment du sens et une utilité. Et donc aujourd'hui, il y a 3 parties dans le catalogue. Ça va être des objets pour les collaborateurs, donc ça peut être, je parlais de support d'ordinateur pour améliorer son ergonomie, c'est un super exemple. Il y a des objets plus grands, donc ça peut être une table, des chaises, des objets pour une salle de réunion qui peuvent être imprimés par cette même machine. En fait, ça va être imprimé, par exemple, cette table-là va être imprimée en 6 pièces et ensuite montée comme un meuble Ikea. Donc ça crée du team building à recycler ensemble, fédérer les gens autour du recyclage et imprimer des objets qu'ils vont utiliser à tous les jours. Et sinon, la dernière partie, c'est des objets pour des associations. Donc nous, on a 14 associations partenaires et donc on va imprimer pour ces assos locales. Donc si on est à Marseille, on va imprimer pour des assos de Marseille, par exemple. Et on va imprimer tout type d'objets. Donc, on a déjà imprimé des prothèses, du braille, des outils d'art, vraiment des outils dont ils auront besoin. Voilà. Okay. Et toi, tes objets sont connectés, les tiens, hein? Oui. Donc parle-nous un peu, puisqu'on est quand même sur un salon des objets connectés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, on a deux types de produits. Les produits pour les professionnels, où là on a une balance à l'intérieur, on a un routeur intelligent, une carte SIM, et puis donc à chaque fois qu'il y a le poids est déposé, l'information est envoyée sur le cloud, et c'est restitué après pour l'utilisateur qui voit ses statistiques sur sa production de déchets, les enlèvements, son volet administratif et réglementaire. À l'intérieur des équipements, on a une caisse équipée d'une puce NFC, et quand le transporteur vient, il flash la caisse avec le smartphone, et donc ça acte l'enlèvement, ça permet d'éditer la facture et d'alimenter le portail web. Donc on sait que la caisse est partie, et quand elle arrive à l'unité de méthanisation, ou sur le site de traitement, elle est à nouveau flashée, et donc elle est réceptionnée chez le méthaniseur. Et donc ça permet de suivre les statistiques, de monitorer le gaspillage alimentaire, et derrière d'animer. C'est-à-dire que les convives sont informés de la production de déchets quasiment en direct. Hein. Donc, alors aujourd'hui, c'est pas encore projeté sur des écrans, mais il y a des petits flyers qui sont mis sur les tables. Et puis après, pour les particuliers, on a des points d'apport volontaire, donc avec un contrôle d'accès, avec un système qu'on a développé avec Sierra Wireless, donc avec la carte Mongo. Et puis un système de plateforme qui s'appelle Octave, qui fonctionne en edge to cloud, c'est-à-dire que je peux envoyer des informations de la machine vers le cloud, et je peux aussi communiquer à distance vers la machine, et par exemple s'il y a une manifestation, verrouiller, fermer le point d'apport volontaire pour qu'il ne puisse pas être utilisé. Et puis là pareil, donc j'ai toute une série d'informations sur la production, l'usage, le fonctionnement du point d'apport volontaire, son remplissage, et donc au niveau d'une collectivité locale,
je puisse suivre la production de biodéchets au niveau du point d'apport volontaire d'un quartier, d'une ville, d'une unité de commune, de tout un territoire. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on lit les médias ou quand on parle de payer ses déchets au poids, de manière individualisée, ou d'avoir des poubelles qui font la pesée, qu'on a dans certaines villes, tout était brûlé. Je pense que c'est intéressant de voir d'avoir un retour d'expérience, de voir comment ça se passe dans des communes où ça a été fait. Est-ce que cet apport volontaire, justement, est-ce que ça marche? Est-ce que tu as des datas là-dessus, sur une commune? Combien de personnes le font volontairement? Alors, pour l'instant, sur le territoire de Locminé, toute la population n'est pas encore concernée, donc on en a une partie, à laquelle s'ajoute aussi un certain nombre de gros producteurs. On a des restaurants, le petit kebab, le traiteur, etc., ou les petites écoles. On constate que c'est utilisé avec une grande régularité, que ça a même tendance à augmenter, et petit à petit, donc ça rentre dans les habitudes. Alors on n'est pas encore sur des très grandes villes, où là je pense qu'on aura des pratiques qui sont quand même assez différentes des petites villes de province, mais il y a les gens comprennent. Voilà, c'est ça, je pense que le message, c'est que si on leur explique bien, ils adhèrent. Ça, c'est quand même un message positif, je pense, qu'il faut véhiculer. Quels sont vos prochains enjeux, Cassandra? Nos prochains enjeux, là aujourd'hui, donc on a développé cette petite machine. Bon, c'est un beau bébé quand même, elle fait 1m80, 65 cm de diamètre, mais bon, c'est la petite version. Nos prochains objectifs, en fait, ça va être de développer une machine encore plus grande. Une machine plus grande qui va être placée dans des entrepôts, dans des warehouses, dans des backstores de supermarchés. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des centaines de tonnes de films plastiques qui arrivent sur place. Tout ce qui arrive sur des palettes, actuellement, c'est embobiné de films plastiques. Et malheureusement, ils doivent stocker, atteindre une masse critique, et ensuite, ça peut être enlevé. Mais c'est un non-sens. C'est un non-sens, tout ce processus. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est recycler tous ces films plastiques sur place et permettre à ces entreprises, que ce soit Amazon, Cdiscount, de peut-être reproduire des nouveaux produits à partir de ces films plastiques-là, ou des supermarchés où ils peuvent réutiliser et imprimer des objets pour l'hypermarché, le supermarché en soi. Ça va être la prochaine version pour fin 2021. Et puis éventuellement, c'est d'avoir une machine encore plus grande, évidemment. Et ça serait d'avoir presque dans tous les quartiers, au coin de sa rue, une machine comme si on faisait de la consigne. Et donc, en tant que citoyen, ça serait de recycler ces bouteilles d'eau qu'on a à la maison et les recycler au coin de sa rue et d'imprimer des objets encore plus grands cette fois-ci. Et des objets pour son quartier, pour sa communauté. Ça pourrait être le prochain parc, le prochain abribus, ça pourrait être des objets en fait pour sa communauté. Et c'est quasiment comme un acte citoyen de voter, de déterminer ce que tu veux faire de tes déchets plastiques pour ta propre communauté. Donc ça va être ça les prochains objectifs. Bravo, beau challenge. Et vous le faites tout seul ou vous cherchez des fonds pour grandir? Comment ça se passe? Vous arrivez à vous autofinancer? Là, on est en train de finir une première petite levée de fonds. On va faire une prochaine levée de fonds pour l'année prochaine parce que en hardware, il faut qu'on achète des pièces. C'est quand même, il y a quand même un cash bank qui est assez important. Donc pour l'année prochaine, il devra y avoir une belle levée de fonds. Bravo. Et toi, Pierre-André? Nous, les enjeux, c'est la collecte de biens obligatoires pour toutes les collectivités d'ici 2 ans et demi. Donc nous, c'est un enjeu très important, c'est de multiplier les opérations, d'abord aux 4 coins de la France, et puis peut-être après dans d'autres États de l'Union européenne, puisque c'est une réglementation européenne. Et donc ça, c'est très important pour nous, tout en continuant nos développements techniques, et notamment autour de l'IoT et du digital, parce que autant on continue à faire, on a eu des gros développements techniques, mais hard, si je puis dire. Maintenant, on veut aller toujours plus loin dans la data et faire percevoir l'intérêt de cette data pour le secteur. C'est pas toujours
évident pour eux. Mais pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gains et de bénéfices à obtenir de cette data. Voilà, ça c'est les enjeux à court terme. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est d'arriver à mettre en place une filière de recyclage qui soit efficace pour ces matières techniques. Et puis de continuer à insuffler cette démarche auprès de nos clients. En interne, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Le jour où on a lancé ça, ça remonte tout seul. On n'a même plus, nous, au niveau du COMEX, besoin de s'en occuper. Les collaborateurs ont pris ce sujet à bras-le-corps. Et je crois que c'est vraiment un sujet qui, aujourd'hui, est dans la conscience collective et on arrive vite à avoir du répondre. Il faut avoir les idées, il faut les pousser et je pense que derrière, ça suit. Voilà, on en est à une demi-heure de conférence, donc on va laisser un petit peu de temps pour les questions. Est-ce que quelqu'un a une question ? On a un micro pour les... Je vais faire circuler avec le gel. Bonjour. Au niveau du plastique, je me posais la question. Donc du coup, vous pouvez réutiliser n'importe quel type de plastique et la machine peut fonctionner et refaire le plastique dont elle a besoin avec n'importe quel type, même du film de plastique. Donc aujourd'hui, on recycle 4 types de plastique, donc le PET, le PP, le PS et le PEHT. C'est tous les plastiques qui sont en contact avec l'alimentaire aujourd'hui. On fait beaucoup du rigide, on est arrivé sur la partie souple, les sacs en plastique et tout ça. Et vu que les plastiques sont triés dans la machine, ce qui est imprimante 3D est monomatériel. Donc ça veut dire que ensuite, le produit qui a été imprimé en 3D peut retourner dans ce cycle de transformation et être recyclé encore une fois. C'est un salon où il y a beaucoup de gens très techniques, donc il faut que tu nous expliques un peu comment tu tries. C'est de l'optique, c'est comment tu fais ce tri entre les matières. Enfin, si c'est pas un secret IP, hein, sinon tu as le droit d'avoir un joker. Ben, je vais peut-être utiliser mon joker parce qu'on utilise quand même plusieurs technos qu'on est en train de protéger. D'accord. Merci. Une question, en fait, c'est une demande. Je suis ancien chercheur d'école d'ingénieur, d'un âge plus près des 60 ans. L'année dernière, on a eu un mouvement chez nos élèves ingénieurs qui ont demandé d'avoir des formations sur les dimensions soutenables du monde à venir. On n'a pas su répondre, on les aime bien, donc on va finir par répondre. Cette année aussi, je suis en charge de concevoir pour la région de Nouvelle-Aquitaine sur les briques IA, HPC, cybersécurité et robotique, de la formation à destination plutôt des PME. Et j'ai un jeune, 30 ans, des membres du consortium, qui dit, au fait, qu'en est-il de l'aspect soutenable dans ces formations? Et là, je sèche, moi je suis trop vieux, hein, je sèche terriblement. Hein, mais pour former notamment ces actuels ou prochains ingénieurs. Est-ce que cette partie enseignement des cadres de demain, et je m'adresse à vous, je m'adresse à tout le monde, est-ce que des collaborations avec notamment ces jeunes qui portent en eux cette demande de soutenabilité, est-ce que vous avez des collaborations avec des labos, des écoles? Moi je suis demandeur. Nous, on a collaboré avec certaines écoles, à Compiègne, entre autres, et on est toujours ouvert à la chose parce que nous, si on peut sensibiliser encore plus de gens, ou des gens encore plus jeunes, on est preneurs. Et ma question, c'est ça. Alors, je vais préciser ma question. Formation IA, est-ce qu'on met dans cette formation IA, dans ces autres HPC, cybersécurité et robotique, qui sont très high-tech? Je vais poser la question en mode un peu provoque. Est-ce qu'on s'oblige à insérer dedans un enseignement à hauteur de 10% sur cette dimension low-tech? En fait, votre question, c'est est-ce qu'il y a
le revers de la médaille, quelque part, est-ce qu'au-delà de l'enseignement sur l'IA et toutes ces choses-là, la robotique, est-ce qu'on parle de la soutenabilité de l'IA et de la robotique? C'est ça votre question? Ben, moi, il y a une évidence qu'il faut intégrer cette chose-là Absolument. dans nos enseignements et amener d'ailleurs des enseignants-chercheurs qui sont high-tech, un peu âgés ou de jeunes, à dire voilà, intégrons cette dimension de soutenabilité dans ces enseignements, en amont. C'est presque comme la soutenabilité de toute action économique ou technique ou industrielle. Moi, je sais que les questions sur l'IoT, ça me revient de temps en temps. On me pose la question, ouais, mais est-ce que ça ne consomme pas trop d'énergie? Quel est l'impact carbone de l'IoT? Parce que vous collectez des données, vous les envoyez, vous les stockez sur des serveurs, c'est reprocessé, etc. Et il faut pouvoir expliquer, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'information. Ouais. Moi, j'avoue que là, je sèche complètement savoir vous dire si aujourd'hui c'est intégré dans les écoles ou pas. La réponse est non, la réponse est non. Par contre, je peux vous rassurer sur le fait que, de nouveau, insufflé par les grands groupes et dans des sociétés comme la nôtre, il y a effectivement une prise en compte. C'est-à-dire que nous on travaille, on le voit de manière systémique. Par exemple, parmi nos clients, Somfy, Schneider, Aker, Accor Hotel, tous ont un objectif d'être à zéro carbone dans un avenir très court. Et donc ils ont tous embauché, ou je ne sais pas, c'est de la promotion interne, c'est hors d'école, etc., mais ils ont tous des ressources dédiées 100% à cette démarche. Et du coup, on en crée des règles de bonne pratique dans la conception. Typiquement, on en arrive à dire, maintenant, le boîtier QFN, pour le microcontrôleur ou pour les accéléraux, etc., c'est un boîtier qui est trop gourmand en énergie au niveau de l'encapsulation. Le boîtier QFN est interdit dans les designs. Voilà. Donc on a quand même sur les duty cycles, sur les bon, ça c'est une tendance de fond, les micro low power maintenant qui consomment pratiquement plus rien. Donc il y a quand même au niveau des entreprises il se passe des choses. Maintenant, je pense qu'effectivement, ce serait intéressant que ce soit directement relayé dans les écoles. Je crois qu'il y avait une question au fond. Ouais. Là. Pardon. Vous serez Covid compliant. Bonjour, de la Pierluigi. J'ai une question qui est peut-être un peu générale, encore une fois. Il me semble qu'il y a plein d'initiatives qui commencent justement une prise de conscience. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas intérêt aussi à avoir une forme de consortium pour unifier un peu, regrouper ces efforts pour pas qu'il y ait trop de duplicité, redondance et finalement on perd d'énergie? Parce que quand on commence à creuser, justement en pensant au cloud, quand on fait au data mining, il y a tout aussi un impact à ce niveau-là aussi qui est virtuel, qui est délocalisé. Si on répète la même tâche, il y a un effort de développement aussi, qui a aussi un impact économique. Donc je me demande à un moment donné, il y a plein d'initiatives, il y a une volonté, est-ce que donc c'est une effervescence, et après peut-être une forme de stabiliser un petit peu toutes ces initiatives pour qu'elles soient plus efficaces au final? Moi, je parle juste pour mon secteur. Il y a un peu ce consortium naturel qui se forme parce qu'aujourd'hui, les acteurs du recyclage de plastique, que ce soit low-tech, high-tech, peu importe, on se retrouve souvent dans des salons, dans des événements, peu importe. Et donc, ce qui fait en sorte que moi, je trouve qu'on se retrouve naturellement. Donc, je ne sais pas s'il faut créer un consortium plus solide, plus direct, plus structuré. Mais en tout cas, nous, dans le secteur du recyclage de plastique, et dans la revalorisation de plastique, la sensibilisation, tout ça, on se connaît énormément, quoi. Après, c'est peut-être parce que c'est un petit secteur aussi, donc je ne sais pas. Non, je dirais un peu la même chose.
dans tout ce qui est sujet lié aux déchets organiques. Alors ça fait quelques années qu'on est là, mais on finit par effectivement tous se connaître. Alors c'est vrai qu'il y a des nouveaux arrivants, si je puis dire, qui arrivent régulièrement. Je crois que j'ai l'impression que ça se calme un peu. Mais on finit par tous se connaître. Alors on est parfois concurrents, mais on est aussi, on sait discuter, on sait réfléchir à des projets communs, voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, et que ce soit petits ou gros acteurs. Hein. Donc effectivement, je crois que le consortium, entre guillemets, il finit par petit à petit se créer naturellement et se structurer. Voilà, moi je vais aussi parler à mon échelle, hein, parce qu'on reste des PME ou des startups, donc on a du mal à avoir des visions très larges, mais donc nous on vient d'un secteur qui, bon, encore une fois on fait des objets connectés, mais qui ont des casings en plastique, donc de ce fait notre syndicat professionnel c'est le syndicat de la plasturgie. Et c'est un syndicat qui a été ultra bousculé avec la loi sur l'économie circulaire, mais il fallait, parce qu'ils étaient en mode 20e et puis surtout ils étaient hyper décentralisés avec finalement un syndicat national, mais surtout des syndicats régionaux qui faisaient chacun ce qu'il voulait. Et fort de cette fait bousculer, ils ont décidé enfin de laisser les égos des uns et des autres de côté pour créer un véritable syndicat national fort. Et des gens comme nous, on est directement acteurs et on anime le groupe recyclage. Enfin, pour ces matières techniques, donc des choses qui sont assez précurseurs et en poussant, parce que si vous demandez à un plasturgiste sorti d'école, est-ce que vous pouvez injecter une pièce en ABS avec 80% de recyclé, c'est pas possible ça. Mais en fait, on a prouvé que si. Donc maintenant, on est en train de répandre la bonne parole dans la filière. Et je pense qu'au final, ça va finir par s'organiser. Et je pense que ce sera la dernière question, puisqu'il nous reste 2 minutes. Bonjour, du coup je travaille actuellement dans la grande distribution et vous avez parlé de ces acteurs-là, donc j'aimerais savoir exactement qu'est-ce que vous mettez en place comme projet avec ces acteurs. Donc, sur la petite version de la machine, on est en train de la placer, on va la placer dans des supermarchés, donc un peu comme la consigne qu'on aurait donc, à l'avant du magasin où les consommateurs peuvent revenir avec leurs déchets plastiques, recycler des produits, et là les partenariats qu'on est en train de mettre en place, c'est la création pour des associations donc, locales. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour l'année prochaine, ça sera de mettre en place des machines donc, plus grandes dans les bacs stores où il y a encore une fois tous ces films plastiques qui arrivent sur place et qui pourront être revalorisés et imprimés en 3D directement sur place. Bon. Une dernière, allez. Merci. Amit Benasler, cloud architecte, directeur technique de la boîte AECOM. On est spécialisé en data center, construction et move data center. Aujourd'hui, donc on travaille plus pour les banques, pour les data centers des secteurs bancaires et assurances. Tous les ans, on fait presque move data center de 400-500 serveurs. Donc les serveurs, après, vous savez en fait très bien qu'il a un durée de vie comme tout matériel informatique de 3 à 5 ans. Donc après, il y a des brokers qui reprennent en fait les serveurs, justement, et après ils les recyclent et les vendent en fait pour des utilisateurs. Aujourd'hui, notre boîte en fait, elle fait plus en fait pour les boîtes des IoT et Edge Computing,
Donc on a peur en fait que ces entreprises, ils vont faire la même chose, donc ils prennent en fait les serveurs et après ils les jettent parce qu'ils ne peuvent pas en fait dealer avec les brokers qui récupèrent en fait ce genre de serveurs. Donc je suis intéressé par comment vous faites, parce que vous me parlez en fait des bugs internet, c'est recycler en fait l'électronique. On n'a pas de plastique sur nos serveurs en fait, on va les construire sur de nouveaux designs justement pour le edge computing. Donc il n'y aura pas en fait de plastique, mais que en fait de l'électronique. Et en donnant en fait ce genre en fait, d'équipement à recycler, donc on est obligé en fait de percer les disques et percer aussi en fait les cartes mémoire. Donc comment recycler en fait un matériel défectueux? Donc là en fait vraiment en fait, c'est un problème en fait chez nous, donc on est encore en fait en step de concevoir cette solution et on ne veut pas en fait vendre en fait un matériel finalement qui se retrouve en fait à la rue. Merci. Je ne sais pas vous donner votre réponse directement, mais pour prendre l'exemple des box, il y a des sociétés dont le métier, par exemple, là c'est le groupe Cordon, mais vous avez des sociétés qui sont spécialisées justement dans le SAV ou le refurbishing de produits électroniques. Et potentiellement, je ne sais pas s'ils savent effacer les mémoires ou reformater les disques, mais je pense que ça vaudrait le coup de leur demander. Nous, il faut savoir qu'une box Internet, ça dure, en fait, elles sont utilisées pendant 10 ans, voire plus. En fait, on les récupère systématiquement, on les nettoie, on les dépoussière, on reflash les derniers firmware et c'est reparti comme en 40. Donc on y arrive. Maintenant, effectivement, sur vos contraintes réglementaires par rapport à la data, etc., je ne sais pas vous répondre, mais je pense qu'il y a des acteurs qui potentiellement peuvent vous accompagner sur ces sujets-là.